la crise ukrainienne a engendré une crise multidimensionnelle en Europe. Donc, s'ajoutant aux crises financières, économiques et sanitaires, aujourd'hui, l'Europe en souffre de la crise énergétique, alimentaire, sociale et sociétale. Monsieur Soufi, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour, merci à vous plutôt, et c'est toujours un plaisir et un honneur de partager un espace de temps pour décortiquer les situations internationales. Ma première question, Monsieur Soufi, elle concerne donc notre sujet et il concerne le retrait des forces russes de la ville de Kherson. Le chef, ou le commandant en chef des opérations en Ukraine euh, a annoncé dans une déclaration à la presse que ce retrait est surtout pour des questions humanitaires et d'un côté parce que la Russie entreprend une démarche qui vise en même temps d'atteindre les objectifs de sa guerre, de son opération spéciale en Ukraine, mais en même temps protéger les civils pour qu'il y ait le moindre de victimes possible. En plus de ça, il a expliqué que cette ville-là n'était pas très stratégique et il était mieux pour l'armée russe de se retirer pour se fortifier dans une autre position. Euh, Qu'en pensez-vous? Comment évaluez-vous cette démarche? En fait, voilà, donc indépendamment de ce qui se passe sur le terrain, donc par rapport aux actions militaires et à l'opération spéciale et au dénouement et développement de tout cela, nous regardons plus avec objectivité ce qui se passe sur le terrain et donc les réelles intentions. Le problème essentiel remonte à 2014. Depuis 2014, quand cette région russophone a été pratiquement après le renversement du pouvoir en place élu légitimement et qu'il y a eu un bombardement intensif depuis ce temps-là et que le monde était absent. Rien n'a filtré à l'international un embargo, on va dire, euh, sur de l'information sur ce qui se passait là. Et donc, cette volonté russe de vouloir protéger justement les populations de cette région, ce qui a poussé donc cette intervention. Maintenant, le même retrait, moi personnellement, je le vois par acquis de conscience, mais plus par volonté de protéger les populations qui subissent un bombardement intensif. Et là, il est vrai que d'un point de vue stratégique et militaire, tactique, on va dire que les Russes puissent choisir leur façon d'opérer, donc que ce soit d'attaquer ou de se retirer, ça, c'est un autre concept. Je ne débattrai même pas là-dessus. Mais je reste donc objectif dans mon approche par rapport justement à ce monde qui a été créé pour protéger l'être humain, pour rendre la vie de l'homme facile. Les Nations Unies, à travers l'Algérie, ont voté une journée pour cela. Pourquoi ne pas permettre justement à tous de vivre sereinement et en profiter justement d'une façon équitable de la vie? Là, imposer un mode de vie. Donc, au fait le plus important dans cette opération, c'est l'être humain, c'est la protection de l'être humain. Je présume que le retrait a double objectif. Le premier et l'essentiel, c'est pour lequel l'opération s'est déroulée, ça veut dire c'est la protection des populations. Le deuxième objectif, il est typiquement militaire et c'est la protection des soldats et donc automatiquement, on va dire qu'il est aussi tactique. D'accord. Euh, Depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, euh,
pas mal de situations ont été exploitées médiatiquement par l'Ukraine et par la presse occidentale dans des situations similaires à cela pour dire que la Russie a perdu la guerre ou c'est la déroute de l'armée russe, chose à laquelle nous nous attendons euh, dans, par rapport à ce retrait de la ville de Kherson. À- alors que la Russie, il est clair maintenant qu'elle n'affronte pas l'armée ukrainienne en tant que telle dans ces régions, mais elle fait face à une guerre contre l'OTAN et tous les pays de l'OTAN qui continuent à soutenir l'Ukraine avec l'armement et avec le renseignement. Est-ce que comment vous analysez cette chose? Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que ce conflit dégénère vers un conflit ouvert avec les Occidentaux, notamment l'OTAN? Je commencerai là où vous avez fini. Moi, je dis que c'est un conflit ouvert avec les Occidentaux, seulement il ne dit pas son nom. Au fait, nous, académiciens, nous sommes tenus par l'objectivité et donc et chercher et dire le pourquoi des choses. Là, nous devrions de nous mettre donc dans une position de neutralité par rapport aux deux camps et trouver les tenants et aboutissants de cette histoire et donc avoir les bonnes informations et ne pas se fier justement à tout ce qui se dit. Et là, nous avons compris qu'il y a une guerre médiatique sans merci. Nous l'avons vécu lors des guerres du Golfe, la deuxième, la troisième essentiellement. Nous l'avons vécu lors de ce qu'on a appelé les révolutions colorées ou les révolutions arabes. Aujourd'hui aussi, je vais vous donner un exemple pour ne pas sortir du sujet. Quand il y a eu des manifestations à Paris et que donc les chaînes françaises ont essayé de camoufler, de mentir sur donc aux populations, même locales, et qu'ils ont été pratiquement démasqués. Cela explique que nous vivons une construction pyramidale de l'information. Il y a quelque part cette information qui s'est construite et qui se répartit à une vitesse de lumière avec le même contexte, avec les mêmes phrases, qu'une seule personne a écrit le texte. Et là, il est tout à fait normal qu'on ne peut pas se fier à ce qui se dit sur le front ou sur ce qui se passe dans la case que je considère la case d'échec de conflit entre la Russie et l'Occident, qui a pris justement cette couverture euh, qui est l'Ukraine, mais en réalité, nous savons tous que l'Ukraine n'a pas le potentiel de pouvoir faire face et tenir le coup, si ce n'est on va dire, un pont qui a été ouvert, mais au-delà des forces ukrainiennes, nous savons maintenant qu'il y a des mercenaires, mais surtout, moi je dirais que ce sont des armées régulières qui ont pris des postures de mercenaires et qui sont donc sur le front avec tout ce que peut avoir une armée régulière comme logistique, comme génie militaire, comme stratège et comme, on va dire, acteur sur le terrain. Et euh, là on comprend mieux que ce qui se passe, c'est un conflit de devenir. Moi, je pense que c'est là, c'est tout l'enjeu du nouvel ordre mondial qui se joue à partir de la case ukrainienne. Maintenant, est-ce que les risques de débordement sont possibles ou bien palpables? Je dirais que dans les études prospectives, on ne peut pas négliger cet élément. Ça veut dire que, quand bien même nous pensons que
les États sont des acteurs sages qui considèrent la perte et le gain et qui essayent donc de œuvrer comme ça et que même dans une guerre, ils calculent le potentiel à utiliser pour aller à réaliser des fins et des objectifs. Est-ce que quelque part, on peut assister à quelque chose qui se dégénère? Il faut dire que est-ce que justement le président ukrainien n'est pas un être, on va dire, un peu dérangé dans sa tête et qui risque de faire déborder et emmener avec lui au-delà des visées stratégiques, même de l'Occident, à envenimer la situation et pousser le bouchon à un point de non-retour. D'accord. Euh, pour revenir justement à cette campagne médiatique que mènent les autorités ukrainiennes et avec l'aide des médias occidentaux, euh, nous l'avons vu déjà dans les semaines passées quand les armées russes se sont retirées de certaines régions. Il y a eu reprise par les forces ukrainiennes de ces régions-là, euh, comme Krasny Liman et autres. Mais ce que la presse n'a pas dit, c'est que l'armée russe avait attendu l'arrivée des Ukrainiens, enfin des soldats ukrainiens, et puis elle a bombardé massivement toutes leurs positions, ce qui a fait que la reprise de ces régions-là, finalement, elles ont coûté très très cher à l'armée ukrainienne. Euh, donc, est-ce que vous pensez que ce retrait, encore une fois dans la région de Kherson, relève de la même stratégie et de celle de préserver le potentiel humain de l'armée russe et en même temps piéger l'armée ukrainienne? Moi, je crois ce que je vois, je crois par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Donc, on voit bien que l'armée russe est une armée qui est bien préparée, qui s'est bien préparée donc à ce genre de situation. Et donc, ce n'est pas, il ne faut pas être devin pour dire que toutes les batailles qui ont été gagnées donc sur le terrain ont été mûrement réfléchies et bien pensées. Donc, toutes les tactiques et les stratégies qui ont été mises sur place ont donné raison à l'armée russe. Maintenant, donc, quant à ce retrait et cette guerre médiatique, il faut dire que en Première Guerre mondiale, l'Allemagne a gagné la guerre des tranchées contre l'Occident. Là, nous sommes dans un autre contexte. Au fait, donc, dire à l'international que l'armée ukrainienne réalise des exploits et chasse peut-être l'armée russe, là, c'est pour dire que d'abord, donc, les objectifs, c'est essayer d'atteindre le moral des troupes russes, c'est aussi changer l'opinion publique internationale pour dire que sur le terrain, la Russie, avec toute sa puissance de frappe, n'est même pas capable de faire face à un petit pays qu'on appelle l'Ukraine, comparativement à la force de l'OTAN ou celle de l'Occident ou celle des États-Unis d'Amérique. Quatrièmement, au fait, donc, c'est camoufler la réalité du terrain et continuer à mentir pour éventuellement essayer de gagner cette guerre sur le terrain à travers la presse, à travers la propagande et à travers d'autres médias. On pourrait peut-être faire appel à un événement dans l'histoire du dernier siècle russe avec la campagne de Russie menée par Napoléon Bonaparte. Euh, Si on avait les moyens de communication d'aujourd'hui, on aurait dit que la stratégie du général Mikhail Kutuzov prêtait surtout à une lâcheté parce que l'armée russe, on va dire qu'elle s'est enfuie, Elle s'est elle s'est repliée. barrée, elle s'est enfuie même.
tout ce qui résidait à son passage. Oui, oui, je Ouais, vous ai compris. alors D'ailleurs, que, alors que c'est ça justement, c'est ce retrait-là tactique qui a permis au général Kutuzov justement de battre l'armée de Napoléon Bonaparte, qui était la première puissance militaire européenne de l'époque. voilà, pour confirmer ce que vous venez de dire justement, donc cette armée de Napoléon qui avançait, qui trouvait même des villages vides quelque part, et elle était tout étonnée de trouver cette possibilité d'invasion, un exploit sans pareil, jusqu'à dire que les troupes russes ont fui, sont lâches, ont perdu, mais au fait, donc, la stratégie a été bonne, a été exceptionnelle, et que Napoléon a mordu à l'hameçon, et on parle de Napoléon, qui a fait de grandes guerres, et qui a inspiré peut-être aussi les grands stratèges tels que Karl von Clausewitz. Mhm. Et là, donc, justement, ça explique un peu ce génie et cette façon de faire de l'armée russe. Et la vérité, elle sort du terrain. Elle ne, heureusement qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les médias, comme vous le dites si bien. S'il y avait les médias, on aurait dit que les Russes ont perdu la guerre et ils se seraient contentés de rester à Saint-Pétersbourg ou quelque part dans les environs et dire, voilà, nous avons battu l'armée russe et nous avons accompli les vertus de la Révolution française que de changer le monde selon la pensée donc, napoléonienne. Euh, Aujourd'hui, la donne est différente. Il y a de nouveaux éléments qui ont investi le terrain de la guerre. Nous sommes passés donc de la première génération de guerre à cette nouvelle génération de guerre qui est la quatrième, cinquième génération, les guerres hybrides, les guerres médiatiques, cybernétiques et tout ce que ça englobe. Entre autres, justement, la guerre médiatique et l'utilisation de ce qu'on appelle les groupes radicaux ou des organisations non gouvernementales acquises à la question qui sont là. Mais vous avez vu, peut-être que beaucoup de journalistes occidentaux ont fait volte-face à leur chaîne parce que ce qu'ils ont vu sur le terrain, c'était des Ukrainiens qui étaient en train de tirer sur leur propre population pour dire Ouais. que c'était. Et là, ils ont compris que le jeu était malsain. En Ukraine, ce sont les prémices du nouvel ordre mondial et que les Américains eux-mêmes ont compris, ils l'ont dit depuis les rapports du NIC, le National Intelligence Council, des rapports de force qui vont changer des pôles, donc qui vont passer à l'est et au sud, et qu'aujourd'hui, l'Occident ne fait plus peur. Donc, ce qui reste en réalité, comme même pas l'hégémonie, même pas la force économique, ce qui reste, c'est juste la puissance militaire américaine intrinsèquement, sans plus. Donc, on n'est plus dans la pensée hégémonique et la domination de l'autre. Et si ne rentres, tu as beau être blanc, noir, gris, tout ce que tu veux, si tu ne rentres pas dans ce moule qui a été conçu par l'Occident, tu es marginal. Rappelez-vous, je vous le rappelle, en 99, en 2000, la Russie a bien voulu intégrer l'OTAN et l'Union européenne. Et que cette Russie, donc c'était une Russie qui était ouverte sur le monde libéral et le monde capital. Nous avions vu le Coca-Cola, le McDonald's et j'en passe s'installer en Russie, mais la demande a trouvé un niet catégorique. Quand on réfléchit bien, ce n'est pas la, la, vision idéologique ou le communisme qui dérangeait, mais c'était plus la Russie en tant qu'État-nation, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un rapprochement aussi
entre les, les, les populations germaines et les populations slaves. Cela, On ne veut pas justement, qu'il y ait... je voulais arriver justement à cette question-là et merci de m'avoir donné la main. Et donc, quand on regarde toutes les infrastructures qui ont été sabotées dernièrement, et les plus marquantes, ce sont les deux Nord Stream, les deux gazoducs qui alimentent l'Europe avec le gaz russe, mais pas uniquement. Il y a aussi d'autres infrastructures qui sont bombardées par les Ukrainiens. Et actuellement, nous savons que ce sont avec les missiles qui ont été livrés par les États-Unis que ces infrastructures comme la station hydroélectrique de Kherson, d'ailleurs. Que cherchent les Occidentaux, qui sont donc les parrains et les stratèges de cette guerre en Ukraine, que cherchent-ils derrière cette politique-là de sabotage d'infrastructures extrêmement importantes et tout en ayant le culot de dire que ce sont les Russes qui les ont sabotés, alors que les Russes, s'ils ne voulaient pas vendre leur gaz pour l'Europe, il leur suffisait seulement de fermer le robinet. Pourquoi les faire sauter? Vous savez, on peut faire un peu de géopolitique pour comprendre réellement ce qui se passe. Vous savez, les États-Unis d'Amérique, ils ont cette flotte qui font l'opération de containment maritime. Donc, et ils voient le monde à travers les régions. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont déployé donc tout ce qu'on appelle les continents mobiles ou flottants américains. Et que C'est-à-dire les porte-avions. très bien. Et quand Mackinder qui disait que l'enjeu donc mondial, c'est par rapport au Heartland, le cœur du monde, c'est l'Eurasie. Et Speakman venait dire que non, c'est pas le Heartland, mais c'est le croissant fertile, donc l'Asie de l'Est et du Sud-Est, donc, et là où il y a les conduits, les ruisseaux, donc, et les grands fleuves qui conduisaient vers les grands plans, les plans d'eau, et que plus tard, Brzezinski, justement, disait que pour cette domination, il faut empêcher qu'il y ait un rapprochement entre l'Asie et l'Europe, et il faut créer une zone de tension sur donc ce qu'on appelle ce croissant fertile, que les Américains doivent être le référent et l'arbitre. Et quand on voit la conflictualité qui se passe donc dans toute cette région, on comprend mieux la révision de la doctrine américaine. Ils ont revisité cette doctrine et ont dit, parce qu'il y avait le Japon et la Corée du Sud qui demandaient aux Américains de retirer leurs bases militaires, ils ont dit non, il reste encore le danger qui est la Chine et la Corée du Nord. Et là, donc, ils ont défini le nouveau ennemi comme étant d'ordre religieux et que cet ennemi, il est, donc, c'est la pensée de Confucius ou bien de l'islam. Et c'est sur cette base-là que nous avons connu le développement de l'après-guerre froide. Et sur un plan, on va dire, dans cette démocratie et les valeurs de l'humain qui étaient véhiculées, il y avait une dictature dans l'ordre mondial. Et donc, empêcher la Russie et l'Europe de faire clan avec l'Asie voulait dire empêcher qu'il y ait une force euro-asiatique émergente. Empêcher un rapprochement entre l'Allemagne et la Russie voulait dire que ce soit sous la coupe de l'OTAN ou de l'Union européenne, dans les deux cas. La Russie, c'est plus de 150 millions d'habitants. L'Allemagne, c'est plus de 90 millions d'habitants. Et quand vous êtes en Union européenne, c'est la partie la plus dominante de l'Union européenne. Donc, la plus grande puissance militaire avec l'une des plus grandes puissances économiques mondiales, ça va faire mal au monde et donc c'est la force intrinsèquement la plus puissante. La même chose, si l'armée russe devait intégrer l'OTAN, ça veut dire aussi avec cette force de frappe conjuguée avec les Turcs, avec les Européens, ne pouvaient que mettre
de côté ou bien en marge la force américaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu d'abord la guerre de l'Azerbaïdjan et, et L'Arménie au Karabakh. de l'Arménie, voilà. Donc, une façon aussi de voir le comportement de l'armée russe, en plus donc de l'intervention de l'armée russe en Syrie. Donc, ça explique aussi ce contrôle qui a toujours été des anglo-saxons sur l'Europe se retire, c'est plus un contrôle de loin. Et là, ce que les anglo-saxons comme stratégie ont mis en place, c'est de créer une conflictualité entre l'Europe et la Russie, une guerre à l'usure, et que eux, ils pouvaient se libérer à prendre en charge l'autre prétendant qui est la Russie à ce nouvel ordre mondial. Parce que toutes les guerres qu'avaient eues dans le monde étaient européennes, et partie pratiquement presque, on va dire, de la France et de la Grande-Bretagne sur des endroits bien définis en Europe de l'Est. Ben, je vous remercie, Monsieur Soufi. Nous arrivons à la fin de cette première partie. Je donne rendez-vous à nos auditeurs dans quelques minutes après une pause musicale. À tout de suite. Monsieur Soufi, je vous resalue dans cette seconde partie de notre entretien. Et ma première question aux conséquences boomerang des sanctions anti-russes. Actuellement, nous voyons que l'Europe, en particulier les grands pays de l'Europe, sont dans des situations de plus en plus gravissimes sur le plan économique. La crise énergétique, l'inflation. D'après vous, est-ce que l'Europe paye le, le, les résultats de cet asservissement ou de cette volontaire aux décisions anglo-saxonnes? Et est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'ici en Russie, on ne comprend pas vraiment comment les élites ou les dirigeants européens n'ont pas calculé cet effet boomerang alors que c'était évident que ça allait arriver. Très bien, vous faites très bien de me poser cette question parce que c'est très important en fait. Donc, c'est dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, mais je crois que la crise ukrainienne a engendré une crise multidimensionnelle en Europe. Donc, s'ajoutant aux crises financières, économiques et sanitaires, aujourd'hui, l'Europe en souffre de la crise énergétique, alimentaire, sociale et sociétale. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi, je pense que l'Europe elle-même a été dupe par les anglo-saxons. Vous savez, c'est comme un prédateur qui lance son venin sur sa proie et donc il l'immobilise. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec l'Europe par rapport à l'action des anglo-saxons, notamment des Américains. Parce que ceux qui en souffrent le plus maintenant, ce sont les Européens. Et ceux qui en souffrent le plus de l'énergie, ce sont les Européens. Et ceux qui en souffrent le plus des sanctions économiques, c'est encore les Européens. Parce que les multinationales américaines, notamment celles de l'énergie, elles se frottent les mains et elles aimeraient bien que ça dure, cette situation, du moment qu'ils ont demandé aux Européens de ne plus s'approvisionner en énergie en Russie, et en contrepartie, ils vont vendre à 4-5 fois plus le prix aux Européens. Ceci explique d'une façon, on ne peut être plus clair, au fait. On a pensé donc que créer une guerre à l'usure pour la Russie, donc ce serait l'équivalent de la fin de la guerre froide que l'Union soviétique a fini par rompre sur un plan économique et que en contrepartie, à chaque fois qu'il y ait une guerre qui touche l'Europe, c'est au profit des Américains. Ce sont eux qui ont reconstruit l'Europe après la Première Guerre mondiale. Ce sont eux qui ont reconstruit l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce système financier et économique qu'ils ont mis en place qui a permis donc l'hégémonie totale.
aujourd'hui, je crois que ce qu'ils n'ont pas pris en considération, et c'est le paramètre le plus important, c'est que la Russie elle-même s'est préparée donc à cette éventualité et que on apprend des erreurs du passé et que ce n'est pas sur le plan économique que les Russes vont perdre. L'adage dit on ne se fait pas piquer du même trou deux fois. Et là, donc, en définitive, les sanctions qui ont visé la Russie ont eu l'effet inverse. En fait, la Russie s'est confortée dans sa position, elle n'en souffre pas du tout, elle a de nouveaux marchés, elle a des marchés grands, je crois que même sur le plan financier, elle a une aisance et une assurance en contrepartie. Très vite, l'Europe est partie en fumée. Aujourd'hui, j'allais dire le duo Paris-Berlin non seulement ne fonctionne pas comme il se doit, mais ça risque de casser. C'est au bout de la rupture, aussi bien que l'Allemagne aujourd'hui pense à développer sa propre force de défense en octroyant donc à l'armée allemande une somme de 110 milliards de dollars. C'est une première. Par rapport à ce que vous venez de dire, parce que c'est très intéressant et je voulais, depuis le début, donc arriver à poser cette question-là. Historiquement, nous savons que ce sont les intérêts financiers anglo-saxons qui ont tiré les marrons du feu et les ficelles pour déclencher et la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Actuellement, on peut dire que c'est pas les mêmes personnes, mais c'est la même pensée géopolitique qui anime ces cartels-là, et ce sont les mêmes intérêts, on peut le dire, qui sont en train de tirer et de manipuler la guerre en Europe, en particulier cette attaque en règle contre la Russie par l'Ukraine qu'ils utilisent comme une tête de pont. La question, c'est ce qu'on on ne comprend pas ici, comment nous avons deux exemples de guerre où ce sont les mêmes intérêts qui ont déclenché, c'est quand même qui étaient des boucheries, il n'y a pas une prise de conscience ni une lecture un peu intelligente, disons, de ce qui s'est passé dans cette période de l'histoire. D'un côté, mais même à partir de là, qu'est-ce qui peut expliquer cette duperie, cette servilité c'est quand même parce qu'ils agissent à l'encontre des intérêts de leur peuple. Je parle des On va Européens. pas, absolument, on va pas accabler l'Occident et on va dire que la bonne foi ne suffit pas. Après, les rencontres de Yalta et la signature de la Charte des Nations Unies en octobre 45 à San Francisco, je pense, a été dans un sens où le monde a pris conscience que les guerres ne menaient à rien, pas plus qu'à une destruction massive des moyens et donc aussi la mort de l'humain et ceux qui ne meurent pas donc vivent avec un handicap, qu'il soit psychologique ou psychomoteur ou carrément physique. Euh, je crois que les premiers moments, les gens avaient compris, pris conscience qu'on pouvait faire un monde meilleur, donc meilleur que celui d'avant la Deuxième Guerre mondiale, meilleur que celui d'avant la Première Guerre mondiale, et qui permet donc le développement, l'aisance de la vie, tout ce qui en suit. Mais l'argent, l'argent est un grand problème en tant que paramètre dans la vision de l'être humain. J'allais dire, l'égocentrisme pousse justement à en ramasser au maximum, quitte à faire ce qu'on appelle, ce que peut appeler celui qui les rappelle, des dégâts collatéraux pour donc les multinationales, pour ceux qui sont à la tête des multinationales et qui manipulent malheureusement les États.
ils s'en foutent éperdument de ce que peut devenir les pays, de ce que peut devenir les humains là, ça et là. Le plus important, c'est de maintenir cette domination, c'est de maintenir l'homme en dessous du seuil de la pauvreté, de rendre l'homme lui-même ignare par rapport, donc pour qu'il ne puisse pas prendre conscience de ce qui advienne de sa vie et de son monde. Et c'est justement des situations comme ça, comme celle de la crise ukrainienne, qui engendre de nouvelles visions, une nouvelle foi, voir pourquoi aller à la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on diabolise l'autre? Et nous, on a quoi à gagner? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose en Europe ou quelque chose qui concerne les Américains, on dit que c'est une crise mondiale et on pousse tout le monde dans ce sens-là? Et Et quand quand ça se les passe, Américains ont une position et les Européens, bien qu'ils ne constituent qu'une toute petite infime partie de l'humanité, on parle de la communauté internationale. Comme si, absolument, comme si la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, autour de cette partie eurasienne qui constitue presque 40% de l'humanité, n'avait rien à dire par rapport aux questions internationales. bien sûr, non, dans la vision elle-même, ça s'appelle l'autre. Donc, ce qui n'est pas, on va dire, ce qui n'est pas latin, ce qui n'est pas, qui n'appartient pas aux croissants chrétiens, ce qui n'appartient pas au monde anglo-saxon, ça s'appelle l'autre. Et cet autre ne peut pas être l'égal de ces gens-là, parce qu'ils pensent avoir fait le monde tel qu'il est et ils l'ont dessiné à la manière avec laquelle ils doivent vivre et que, rappelez-vous, ce comparatif raciste, quand il y a eu le début de la crise ukrainienne et les positions des Européens, non, il ne faut pas qu'il y ait de guerre contre des Blancs comme nous. Ils ont des yeux bleus, alors qu'on s'en foutait de ce qui se passait en Irak. Des gens mouraient sous le feu nourri justement de la flotte et aérienne et américaine et occidentale. Et là, on disait, regardez la technologie, la guerre chirurgicale, les opérations chirurgicales. On nous montrait, on nous a vendu, ils ont vendu au monde une guerre sur un plan, on va dire, technologique. Comment c'est précis dans l'action, mais on nous a jamais montré, on n'a jamais montré au monde l'impact de cette guerre technologique. Ces enfants qui étaient brûlés, ces femmes et ces hommes qui ont été décapités, ces villes qui ont été anéanties. La même chose aujourd'hui, on la revit. On ne nous dit pas que ce qu'on appelle les néo-nazis qui sont à la tête de l'État ukrainien attaquent leur propre population. Donc, et ils s'en foutent. Donc, puisque le résultat peut être positif. Donc, et ce sera considéré comme étant un dégât collatéral seulement. Bon, maintenant, j'aimerais bien faire un petit virage vers l'Afrique, parce que nous essayons toujours d'apporter l'information comme avec le maximum d'objectivité possible. Donc, il y a, malgré tout ce qui se fait donc actuellement contre la Russie sur le plan médiatique, quand on l'attaque sur le plan politique ou militaire, ou qu'on montre chaque mouvement de l'armée russe comme une espèce de déroute de cette dernière, c'est dans ce contexte-là que vont avoir des manœuvres militaires qui sont une première en Algérie, dans le sud-ouest de l'Algérie, entre l'armée russe et l'armée algérienne. Donc, comment voyez-vous cet aspect-là de contradiction avec toutes ces images négatives et pas uniquement l'Algérie, mais beaucoup de pays africains voient dans le partenariat militaire et sécuritaire avec la Russie un atout
pour revenir à une espèce de souveraineté et s'affranchir un tant soit peu de la domination occidentale. En fait, donc, pour votre question, on peut la scinder en deux parties. La première, donc, c'est cette relation algéro-russe qui n'est pas née d'hier, mais qui a plus de 60 ans d'existence. Et c'est une relation qui est basée sur le respect, sur, sur la foi en la sincérité de l'un et de l'autre, et qui a conduit à construire un partenariat stratégique dans différents domaines au-delà du domaine militaire. Pour beaucoup qui ne savent pas, ce partenariat n'est pas que militaire. Il est au-delà de cela et qui s'est renforcé au fur et à mesure. Il y a eu un rapprochement qui a emmené aussi sur le plan militaire, on va dire, à, à déployer les forces des uns et des autres et à participer à des manœuvres, que ce soit dans la mer Noire, dans la Méditerranée, mais aussi sur le sol russe et le sol algérien. Cela explique la profondeur de cette relation et je crois que la vision commune surtout entre les deux par rapport au domaine, aux questions internationales. Pour l'Afrique, justement, il y a un regain de conscience et qui a été aussi alimenté par le panafricanisme et le sentiment d'être lésé par les forces coloniales. Cette, cette montée de sentiments anti-coloniaux, anti-occidentaux, notamment anti-français, on va dire, c'est pour prendre l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, et que, par exemple, une opération comme Barkhane qui s'était déployée avec plus de 5000 soldats entre le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Mauritanie, et j'en passe, a fait que durant 9 ans, 59 morts français et il y a eu plus de 5000 morts africains. Au lieu qu'on ait assisté donc à tel que ça a été proposé par François Hollande, une éradication du terrorisme, nous avons vu une guerre fratricide intercommunautaire qui a été nourrie et diligentée par la France pour créer une zone de no man's land. Et, et elle a, et aussi le mensonge de créer un partenariat avec ces pays-là. En fait, on a vu que des bases françaises s'installer, mais rien n'a été fait sur le plan éducatif, scientifique, technologique, construction. Et là, il y a de nouveaux partenaires qui arrivent et qui proposent justement une vie décente aux Africains et une prise en main de leur destin. Le partenariat russe avec, je citerai peut-être avec le Rwanda, avec l'Afrique centrale, avec le Mali, euh, permet aux Africains de mieux voir la différence entre un partenaire fiable et qui permet la même chose, alors que les forces occidentales, de tout temps, n'ont cherché que leurs intérêts. Ils s'en foutaient éperdument du devenir de l'homme africain. D'ailleurs, après la guerre froide, nous avons été, euh, j'allais dire, scandalisés par la théorie internationale. Parce que la théorie internationale, elle a toujours pensé la vision occidentale et sur un plan de guerre, est-ce qu'on doit être libéral ou on doit être, on va dire, idéal, mais dans tous les cas, on a pensé que ce que pouvait devenir l'homme occidental et qu'elle a été raciste envers le reste du monde. Toutes les guerres qu'a connues le tiers-monde et la misère et la désertification qu'on commençait à voir après la deuxième guerre, la fin de la guerre froide,
on a compris que l'Occident ne cherchait que son propre intérêt. Et bien au contraire, ils ont nourri les guerres fratricides, ils ont nourri les conflits un peu partout, communautaires, intercommunautaires, interethniques, pour justement qu'il y ait une éradication de l'être humain sur place et créer des zones de jardin, ce qu'on appelle de jardin pour l'Occident, pour qu'il puisse exploiter sereinement les, tous les biens de ces régions. Aujourd'hui, je crois que les Africains ont compris. Ils ont compris l'enjeu, ils ont compris le jeu de l'Occident, mais ils ont surtout trouvé des réponses à leurs questions en s'alliant à de nouveaux partenaires tels que la Russie. Et là, ça marche bien. Ça marche bien, même en question sécuritaire. On voit que on a plus d'actions positives et qualitatives quant à la guerre, au crime organisé et au terrorisme. J'aimerais évoquer quand même un point qui est, il me semble, qui est très important, parce que au-delà, c'est-à-dire outre toute cette campagne médiatique extrêmement massive contre la Russie, mais aussi il y a des attaques contre ses partenaires. Je citerai donc le cas de l'Algérie, euh, qui, à cause de sa coopération de plus en plus renforcée dans le domaine militaire, les derniers, selon un rapport du Sénat américain, le dernier accord militaire qui porte sur des armements beaucoup plus sophistiqués, mais aussi cette histoire-là de manœuvres militaires en Russie, puis en Méditerranée et au milieu de ce mois-ci en Algérie, dans le Sahara. Donc, il y a un groupe de sénateurs, il y a des voix qui s'élèvent aux États-Unis et qui appellent non seulement à discréditer et à jouer sur les questions diplomatiques et médiatiques dans le monde, mais vraiment à prendre des sanctions contre l'Algérie parce qu'elle a un partenariat important avec la Russie. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? D'abord, l'émergence de l'Algérie pose problème dans le continent et le sous-continent, dans la région méditerranéenne. Cette montée en puissance, d'abord de la force de défense algérienne et aussi économique qui permettent même à l'Algérie de prétendre l'accès au club fermé du BRICS, cela démontre ce potentiel algérien qui émerge et qui fait mal et qui inquiète les Occidentaux d'un côté. D'un autre côté, l'apparence de nouveaux acteurs, notamment la Russie dans la région, qui, comme je le disais tout à l'heure, était un partenaire stratégique à l'Algérie, a permis aux Africains de mieux comprendre les choses et ils étaient contents de voir le retour de l'Algérie sur la scène internationale. Les chefs d'État africains avaient besoin d'un État locomotive, d'un État pivot dans la région sur lequel ils puissent s'adosser et sur lequel ils peuvent compter par rapport à leur véritable visée, par rapport à leurs vrais intérêts, sans qu'il y ait marchandage, sans qu'il y ait justement une utilisation, une usurpation de l'identité à des fins égoïstes. Ils savent que l'Algérie a toujours été là pour eux. Ils connaissent la position de certains pays sur la scène internationale et le respect au droit international et à la charte des Nations Unies des pays comme la Russie. C'est des États fiables, puissants et qui peuvent aussi ramener le plus sans dénigrer l'Africain, sans pour qu'il y ait cet esprit justement de coloniser, de colon, parce que là, le partenariat avec la Russie est complètement différent comparativement aux forces colonialistes qui étaient et qui sont sur place. Il n'y a pas le même esprit, donc
il n'y a pas la même appréhension. Ensuite, quand vous regardez, par exemple, l'exemple, quand le président français parle du Mali, et il parle, alors la présence française militaire euh, en Afrique, notamment dans la région du Sahel-Saharien, c'est une présence qu'il conçoit comme étant normale et que le partenariat français avec les opérations donc, militaires sur place, ce sont des opérations normales. Et quand le Mali tisse une relation avec la Russie, là, ça devient une visée Impérialiste. impérialiste, par exemple. Et là, quelque part, on comprend mieux le double discours de l'Occident, qui ne veut pas lâcher prise et qui, dans la continuité de l'action de la cellule France-Afrique, il garde cette même mise sur la région à travers différents moyens et outils tels que la Banque centrale et le front CFA, qui veut dire le front des colonies françaises en Afrique. D'ailleurs, c'est une appellation péjorative et qui ne veut même pas entendre parler et que même les régions du CFA, les trois régions, ne peuvent pas donc échanger entre elles parce qu'ils n'ont pas le même franc et il n'est pas convertible d'une région à une autre. Ouais. C'est pourquoi aujourd'hui, le plus important à retenir, c'est que l'émergence de l'Algérie dans la région fait monter ou donne le retour du panafricanisme et libère les énergies au niveau des États africains. Ensuite, donc, ils voient mieux. Il n'y a pas que la France dans le monde, il y a d'autres partenaires qui sont fiables et qui peuvent ramener ce plus escompté et qui peuvent composer donc dans une relation gagnant-gagnant. Gagnante-gagnante, je dirais, et là, en réponse, la Russie propose justement, et les résultats sont immédiats et sont positifs, et c'est ce qui fait peur justement à l'Occident, notamment à la France. D'accord. Je vous remercie, Monsieur Sophie, pour cet entretien passionnant et très riche. J'espère vous retrouver dans une autre occasion. Et au revoir. C'est moi qui vous remercie et merci à vous et à tous nos auditeurs.